Le forage de la plateforme de la Chine Haiyang Shiyu 981 a été déplacé par les Chinois ce matin au nord-ouest de l'île de Chiton, une partie de l'archipel des Paracels appartenant à la souveraineté vietnamienne. Pour la première fois, ouverture aujourd'hui par le ministère de la Défense à Hanoï d'un centre de maintien de la paix au Vietnam. Les députés ont discuté mardi du projet de loi amendé sur le logement. Parmi les sujets abordés, un nouveau modèle qui offre les logements abordables à la location. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Selon la dernière mise à jour, la plateforme de forage chinois Haiyang Shiyu 981 a été déplacée à 5h30 ce matin. Haiyang Shiyu 981 a été déplacé par les Chinois à la vitesse de 4000 nautiques par heure par deux navires. À 10h30, la plateforme pétrolière a été laissée dans sa nouvelle position qui est de 25 000 nautiques au sud-ouest de l'île de Chiton, une partie de l'archipel des Paracels appartenant à la souveraineté du Vietnam. Toutefois, la plateforme pétrolière est toujours située dans la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Face au déplacement de la plateforme de forage pétrolier Haiyang Shiyu 981, toujours dans la zone économique exclusive du Vietnam, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères vietnamienne a protesté contre cet acte illégal et provocatrice de la Chine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Hải Bình, a déclaré que l'emplacement de la plateforme pétrolière chinoise porte atteinte à la souveraineté du Vietnam. Le Vietnam proteste vivement contre cet acte chinois et demande à la Chine de retirer sa plateforme des eaux vietnamiennes et à ne pas répéter ces actes. Selon le service compétent vietnamien, depuis le début mai 2014, de nombreux bateaux de pêche vietnamiens ont régulièrement été contrôlés, chassés et attaqués par des navires chinois et ont subi de lourdes pertes matérielles. Plus grave, les forces compétentes chinoises ont battu, blessé et menacé la vie des pêcheurs vietnamiens. Le 7 mai 2014, à 16 degrés 50 minutes de latitude nord et 112 degrés 49 minutes de longitude est, à 10 000 marins du nord-nord-ouest de l'île de Lincoln de l'archipel de Hoàng Sa Paracel, le bateau de pêche de Quang Ngai immatriculé QNG 96416TS, transportant à son bord 16 pêcheurs, a été attaqué par balles incendiaires du navire chinois immatriculé 1241. Ce dernier a également utilisé des canons à eau et lancé des marteaux, des bouteilles et des boulons, tout en coupant le système de communication et de localisation du navire de pêche. À 23h le 16 mai 2014, le bateau de pêche immatriculé QNG 90205TS a été contrôlé à 16 degrés 55 minutes de latitude nord et 112 degrés 21 minutes de longitude est, tout près de l'île de Phu Lâm de l'archipel de Hoàng Sa, par le navire de l'administration de pêche chinois immatriculé 306. Les forces chinoises sont montées sur ce bateau, ont détruit ses biens, puis battu et blessé les deux pêcheurs vietnamiens. Le 17 mai, le navire chinois immatriculé 21102 a enlevé l'équipement du bateau de pêche vietnamien immatriculé QNG 96011TS. Récemment, le 26 mai à 16h, le navire chinois immatriculé 11209 a percuté le bateau de pêche vietnamien DNA 90152TS. Les navires de la surveillance des ressources halieutiques et des gardes côtiers vietnamiens ont sauvé 10 membres de son équipage. Aujourd'hui, un représentant du département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères a remis une note diplomatique à un représentant de l'ambassade de Chine à Hanoï pour protester contre ces actes. Le bateau de pêche chinois immatriculé 11209 a percuté lundi le bateau de pêche vietnamien DNA 90152 au sud-sud-ouest de la plateforme Haiyang Shiyu 981, déployée par la Chine au début mai en pleine zone économique exclusive du Vietnam.
L'affaire est survenue le 26 mai à 16h à une distance de 17 000 marins de cette plateforme. Cette zone est située dans une pêcherie traditionnelle relevant de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Le bateau de pêche DNA 90152 de Da Nang a sombré et heureusement, l'ensemble de l'équipage composé de 10 personnes a été sauvé par des navires vietnamiens à proximité. 2 sont grièvement blessés. Ce bateau vietnamien et d'autres avaient été encerclés par 40 bateaux de pêche chinois. Face à cet incident, le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères a appelé la Chine à cesser ses menaces aux vies, aux biens et aux droits légitimes des pêcheurs vietnamiens. L'acte inqualifiable de la Chine qui consistait à percuter le bateau de pêche vietnamien est paru à la une de plusieurs journaux internationaux. Selon ces journaux, l'acte de la Chine accentue les tensions en mer orientale. Les rapports quotidiens de la police maritime et de gardes-côtes vietnamiens font savoir que les navires de la police maritime et des gardes-côtes chinois ne cessent d'attaquer les navires vietnamiens dans la zone de la mer de l'Est où est installée la plateforme de forage Hayang Shiyu 981. Les images enregistré par les journalistes de la télévision vietnamienne à partir d'un bateau de garde-côte nous permettra de nous rendre compte de la situation tendue dans cette zone de la mer de l'Est et du travail difficile des navires de contrôle et des pêcheurs vietnamiens. Ce sont les traces qu'un navire chinois a laissées sur un bateau de pêche vietnamien après l'avoir attaqué. Ce déchirement a été causé par un heurt violent. Mais les heurts ne sont pas les seuls dangers qui menacent les bateaux vietnamiens opérant dans la zone de la mer orientale où la Chine a installé depuis un mois sa plateforme de forage. Les navires chinois peuvent aussi envoyer de l'eau dans la cabine de pilotage ou dans la cheminée du bateau pour lui faire perdre le contrôle. Pour s'en protéger, les gardes-côtes et les pêcheurs vietnamiens doivent couvrir ces deux endroits du navire par des matelas. Si nous ne couvrons pas complètement la cabine, l'eau pourrait endommager les équipements de pilotage du bateau. Quant aux heures, si les deux navires vont à grande vitesse, c'est très dangereux. Sur place, les Chinois mobilisent une grande quantité de navires pour former un cercle autour de la plateforme Hayang Shiyu 981. Ces derniers sont prêts à pousser les navires vietnamiens à 8 ou à 11 000 marins de cette plateforme. Chaque fois qu'ils découvrent un navire vietnamien s'approchant de la plateforme, ils dépêchent un navire pour le chasser. Pour cela, ils pulvérisent d'abord de l'eau sur ce navire. La pulvérisation peut atteindre une distance de 100 mètres. Si le navire vietnamien ne change pas de direction, le navire chinois va le heurter de façon agressive. Sur l'écran radar, nous pouvons voir à l'œil nu qu'autour de la plateforme Hayang Shiyu 981 se trouvent beaucoup de bateaux. Les points jaunes sont des navires de la police maritime et de garde-côtes chinois. Près de la plateforme, ce sont leurs navires de transport et leurs navires remorqueurs. Cela nous montre que la partie chinoise a préparé une très grande force pour protéger la plateforme sur plusieurs niveaux. Ce sont des matelas protecteurs installés à la proue d'un navire chinois qui sont restés accrochés à un navire vietnamien après un heurt. Un témoignage en plus de la tension qui règne en ce moment dans la zone maritime près de l'archipel des Paracels où la Chine a installé illégalement leur plateforme de forage. Alors que la tension dans la mer de l'Est a augmenté au cours des dernières semaines, les activités de pêche en haute mer préoccupent les pêcheurs du centre du Vietnam. Pour leur faciliter ce travail, les autorités provinciales et les gardes-frontières du centre s'efforcent de leur fournir en permanence des informations réactualisées sur la situation. Nous en saurons plus à travers l'exemple de la province de Bình Định. La Chine a déployé la plateforme pétrolière Hayang Shiyu 981 dans la zone économique exclusive du Vietnam. Les navires chinois empêchent les bateaux de pêche vietnamiens, mais nous vous appelons à ne pas stopper les activités de pêche dans cette zone. Ces informations sont constamment diffusées par les gardes-frontières à tous les navires dans la province de Bình Định.
Grâce à leur émission, les pêcheurs sont au courant de la situation dans les îles de Paracel et de Spratly et sont rassurés pour poursuivre leurs activités. Les membres de notre coopérative de pêche se soutiennent quoi qu'il arrive. En outre, la coopérative fournit aussi à ses membres des informations concernant les activités de pêche en haute mer et les équipements nécessaires. Les autorités locales, en particulier les gardes frontières, nous ont encouragés à continuer la pêche hauturière. Nous sommes toujours prêts à quitter le port, peu importe ce qui se passe. Depuis un mois, les gardes frontières sont en permanence disponibles au port et à bord des navires de pêche afin de mettre les pêcheurs au courant des dernières informations sur la mer de l'Est. Leur liaison s'est renforcée pendant le conflit. Les gardes frontières suivent le trajet de tous les navires de pêche dans les eaux du Vietnam. Pour cela, ils ont ouvert une ligne téléphonique d'urgence. Les autorités ont encouragé les pêcheurs à opérer par équipe lors de leur pêche au large. Nous établissons également un réseau d'information avec la participation des autorités pour communiquer en particulier avec les pêcheurs. À présent, près de 320 équipes de pêcheurs avec près de 1200 bateaux ont été formées à Binh Dinh. Le travail en équipe permet d'avoir des pêches plus efficaces dans les eaux profondes et de mieux protéger les zones de pêche du pays. Passons tout de suite à d'autres actualités. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Sinh Hùng, a reçu aujourd'hui à Hanoï la délégation présidentielle du sous-comité pour l'Asie de l'Est et Pacifique du Comité des relations extérieures du Sénat des États-Unis, conduite par le sénateur Benjamin en visite officielle au Vietnam. En ce qui concerne la situation actuelle en mer orientale, M. Nguyễn Sinh Hùng a affirmé que le Vietnam détermine à défendre sa souveraineté sur la base du droit international et à maintenir la lutte pour la paix et le développement du pays. Le sénateur Benjamin Cardin a fait savoir que le Sénat américain s'oppose fort aux actions provocatrices de la Chine et soutient le règlement des différends par voie pacifique conformément au droit international. Pour la première fois, le Vietnam a ouvert un centre de maintien de la paix. Ce centre a été officiellement mis en service aujourd'hui, mardi 27 mai, à Hanoï, par le ministère de la Défense. Plus de détails sur ce centre. Depuis près d'une décennie, le Vietnam se prépare à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le 4 décembre dernier, le ministre de la Défense a signé une décision sur l'établissement du Centre de maintien de la paix du Vietnam. Présente à la cérémonie de l'inauguration de ce centre, le vice-premier ministre Vũ Đức Đam y a fait un discours. Adhérer à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est un honneur et une responsabilité des États membres de l'Organisation des Nations Unies. La participation du Vietnam à ces opérations des Nations Unies résulte d'une décision importante du Parti communiste du Vietnam, du gouvernement et de l'État vietnamien. Elle exprime la politique étrangère pour la paix, la coopération, le développement, l'intégration internationale. En tant qu'institution spécialisée du ministère de la Défense, ce centre a pour tâche de mener des études, donner des conseils, de former, d'entraîner, de préparer et de gérer les forces de l'armée populaire du Vietnam qui participeront aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Lors de la cérémonie d'inauguration de ce centre, le ministre de la Défense Phùng Quang Thanh a fait savoir que la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies est une tâche nouvelle, difficile et compliquée pour le Vietnam. La participation de l'armée vietnamienne aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies contribuera efficacement à l'intégration du pays, à l'amélioration de la position et de l'image du Vietnam dans l'arène internationale, en tant qu'un pays qui aspire à la paix et qui lutte inlassablement pour un monde sans conflit, un monde de la paix et la prospérité.
Les préparatifs depuis près d'une décennie du ministère vietnamien de la Défense aux opérations de maintien de la paix de l'ONU sont appréciés par le comité du maintien de la paix de cette organisation. Le gouvernement vietnamien a examiné attentivement et s'est préparé soigneusement pendant une longue période à sa participation aux activités de maintien de la paix des Nations Unies. Les efforts du Vietnam sont très louables. Nous croyons en l'efficacité du Vietnam pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU, car l'armée vietnamienne a une bonne base de formation et ainsi que de bonnes compétences professionnelles. Sachant que ce mardi, 2 officiers de l'armée populaire du Vietnam ont reçu l'ordre de partir en mission en tant qu'officiers de liaison de l'ONU au Soudan du Sud. À l'Assemblée nationale, les députés ont discuté mardi en groupe des modifications du projet de loi sur l'immobilier. Selon eux, il est nécessaire d'élargir les domaines d'activité des investisseurs étrangers et des Viet Kieu aux fins de capter plus de flux étrangers et de renforcer ainsi la compétitivité du marché immobilier. Cependant, la disposition selon laquelle les étrangers ont le droit de transférer leurs droits d'usage ou de location de terrain livrés au projet d'IDE à un individu pour que celui-ci puisse construire les logements à vendre ou à louer n'était pas conforme à la loi foncière en 2013. Rappelons que la loi foncière de 2013 ne permet ni aux collectivités ni aux individus étrangers de bénéficier de ces droits. Le présent projet de loi fera l'objet d'un débat supplémentaire prévu le 18 juin prochain. À l'Assemblée nationale, les députés ont discuté ce mardi du projet de loi amendé sur le logement. Parmi les sujets abordés, un nouveau modèle qui offre des logements abordables à la location. Grâce à ce modèle, les Vietnamiens à faible revenu auront une opportunité d'acquérir un logement. Nous en saurons plus à travers le reportage qui suit. Selon le député de l'Assemblée nationale, Lê Minh Tông, les personnes à faible revenu peuvent accéder plus facilement à un logement s'il y a plus de maisons ou d'appartements à location à prix modéré. Il estime que le projet de loi modifié sur le logement devra éclaircir les politiques en matière de logement pour les pauvres dans les zones rurales. Nous allons discuter de logement social dans les zones rurales où les pauvres rencontrent les difficultés dans la construction de maisons car la plupart des terrains sont utilisés pour l'agriculture. La loi modifiée devra préciser les politiques d'aide aux résidents à faible revenu telles que les prêts pour l'accès au logement. Les nouveaux prêts hypothécaires seront étendus à 10 ou 15 ans pour attirer les acheteurs à faible revenu. En outre, d'autres politiques d'aide offertes par les établissements de crédit devront être plus transparentes et plus spécifiques. Nous avons besoin d'une politique de logement social à large spectre qui couvre des sujets tels que la construction des appartements avec les privilèges accordés aux personnes dans le besoin ou la mise en place d'un mécanisme pour mobiliser les contributions de la société à la fourniture des logements aux personnes les plus démunies. Le bénéfice dans la construction de logements sociaux pour les pauvres n'est pas attractif pour les investisseurs. Cela explique pourquoi le gouvernement doit mettre en place maintenant des politiques pour créer des conditions favorables aux investisseurs pour les encourager à participer à ce segment du marché immobilier. La loi modifiée sur le logement est considérée comme un pas en avant pour le logement social au Vietnam. Cependant, pour satisfaire la forte demande en logement pour les faibles revenus, il faut avoir une réserve de logements sociaux plus importante et un accès plus facile aux prêts pour la construction de ces logements. Et tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam.
L'architecte Bùi Anh Phú Ninh, compagnie d'architecture CIC 36, a remporté le titre d'architecte de l'année 2013. Ses œuvres suivent toujours les tendances de l'architecture contemporaine. À côté de ses travaux en génie civil, Bùi Anh Phú Ninh participe également à la construction de nombreux monuments culturels du pays. Son plus récent projet demeure le projet de planification, de conservation et promotion de la relique de la citadelle impériale de Thăng Long qui a gagné le 3e prix du jury. Nous vous invitons maintenant à rencontrer cet architecte talentueux qui va nous raconter son parcours pour devenir un architecte dans ce nouvel âge de l'architecture dans le reportage qui suit. Le projet de planification, de conservation et de promotion de la relique de la citadelle impériale de Thăng Long au 18 rue Hoàng Diệu fait partie de nombreuses créations de l'architecte Bùi Anh Phú Ninh et de ses collègues. En plus de 15 ans de sa carrière, il a obtenu une vingtaine de prix d'architecture nationale, dont le 3e prix pour la conception du siège de la Commission d'État des valeurs mobilières 2013, le 3e prix de la conception de l'hôtel Vietinbank Saigon. La créativité et la flexibilité sont les mots-clés du succès de ces projets. Xin chào kiến trúc sư Bùi Anh Phú Ninh. Chắc hẳn là với cái khu di tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như là khu Hoàng thành Thăng Long thì các anh đã phải lên phương án rất nhiều trước khi mà lựa chọn ra cái phương án tối ưu nhất ạ. Đơn vị của tôi thì tham gia thi tuyển các phương án kiến trúc liên quan đến văn hóa cũng khá nhiều. Do vậy là chúng tôi xác định rõ cái mục tiêu cụ thể, cái yêu cầu và nhiệm vụ của chủ đầu tư và chỉ tập trung vào một phương án. Vậy các anh đã giữ lại những gì và thêm những gì để có thể đảm bảo những cái tiêu chí bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích ạ? Để đề xuất ra một cái giải pháp như thế này thì chúng tôi hiểu là cái không gian này cần phải sử dụng một cái giải pháp kết cấu linh hoạt và cái vỏ bao che nó hợp lý nhất. Tất cả mọi cái đề xuất về sân vườn, về kết cấu, về các giải pháp kiến trúc đều phải được xuất phát đi lên từ di sản, từ cổ vật. Thì chúng tôi trong cái đồ án của chúng tôi thì lựa chọn cái giải pháp là lấy cái động để bảo vệ lấy cái tĩnh. Cái tĩnh ở đây là di sản và cái động là tất cả mọi thứ. Động về hình thái kiến trúc, động về âm nhạc, về tiết tấu, động về cơ học. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái giải pháp kết cấu của chúng tôi có thể tháo bỏ, tháo lắp hoặc lắp dựng rất là dễ dàng. Các cái dạng cây xanh sân vườn thì được trồng trong những cái khay và trong những cái bồn có thể di chuyển được. Rễ cây không ảnh hưởng trực tiếp xuống dưới lòng đất hoặc là ảnh hưởng trực tiếp tới cổ vật. Thì cụ thể của phương án thì nó cũng đáp ứng được một số những cái tiêu chí rất là cơ bản của nhiệm vụ đặt ra. Được biết anh cùng với đồng nghiệp của mình cũng đã giành được rất là nhiều giải thưởng, ví dụ như giải thưởng về đồ án thiết kế cái khu di tích đền thờ Bác Hồ tại Bắc Bó Cao Bằng hay là về bảo tàng thư viện tại Quảng Ninh. Có vẻ như là các anh rất là có duyên với những cái công trình văn hóa lịch sử ạ. Văn hóa là nó được biểu hiện cái ngôn ngữ kiến trúc rất là rõ rệt hơn tất cả các cái thể loại khác. Ví dụ như trường học, nhà ở hay là trụ sở, công sở thì cái ngôn ngữ và hình thức được biểu hiện ít hơn. Đấy là cái mà chúng tôi yêu trong cái lĩnh vực văn hóa. Nhưng mà trên thực tế thì các cái dạng công trình văn hóa nó cũng rất là ít được đầu tư. Không phải là ít được đầu tư mà những cái đầu tư với quy mô lớn thì lại rất ít, mà các cái cuộc thi được công bố công khai thì lại hạn chế. Ít nhiều trong những cái đồ án và phương án thiết kế của anh, kể cả vào thực tế hay là chưa vào thực tế, thì nó cũng mang cái bản sắc Việt. Vậy thì theo anh chúng ta đang ở đâu trong cái con đường Việt Nam hóa kiến trúc ạ? Chúng ta đang phải chạy đua với lại các kiến trúc sư nước ngoài. Tôi cũng phải nhận định thẳng thắn là chúng ta đang thiếu yếu tố bản sắc. Chúng tôi đang cố tìm một cái hình thức ngôn ngữ kiến trúc để cho nó gần và bám sát với lại sự cảm nhận của cái tầng lớp mà lao động trong xã hội, cố gắng tìm tòi những cái hình ảnh nó gần gũi. Chứ còn về định một cái vị trí của nền kiến trúc Việt Nam ở đâu so với thế giới thì chúng ta còn thua xa rất là nhiều. Vậy thì theo anh, hành nghề kiến trúc sư đang gặp phải những vấn đề gì ạ? Cái này thì nó gặp phải rất nhiều vấn đề.
vấn đề từ cơ chế quản lý cho đến vấn đề từ tâm huyết của người hành nghề. Tôi không phải là nhà quản lý cho nên tôi sẽ không đưa ra được một cái giải pháp gì cụ thể cho cái việc hoạt động hành nghề. Mà tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, ở đâu có cái cơ hội được thi tuyển thì tôi cùng với các đồng nghiệp sẽ tập trung vào những cái cơ hội đấy để được lao động, để được phấn đấu. Anh có thể chia sẻ một chút những cái ấp ủ của anh trong tương lai về một cái tác phẩm mà các anh đang theo đuổi không ạ? Ngoài cái vấn đề về cái đường lối của chúng tôi là thi tuyển ra thì chúng tôi cũng gửi gắm vào cái công trình bảo tồn và phát huy giá trị của 18 Hoàng Diệu rất là nhiều hy vọng. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái phù hợp với tiêu chí thì vẫn còn một số những khiếm khuyết mà tôi cho rằng những khiếm khuyết đấy cũng có thể là được điều chỉnh ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc phương án của các anh sẽ sớm trở thành hiện thực. Et juste avant de clôturer notre journal, je vous invite à découvrir les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.